Je m'appelle Gavin Taylor, j'ai 27 ans, je suis ingénieur logiciel avec un diplôme en informatique inutile que mon père a ridiculisé pendant des années. Hier, il m'a pris en embuscade au dîner. La moitié de ton salaire, tous les mois. Considérez ça comme un loyer. Ma sœur Amber a souri d'un air suffisant, en disant, enfin, il va vraiment servir à quelque chose ici. Je n'ai pas discuté, j'ai juste pris mes affaires essentielles et je suis parti en silence. 5 jours plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un texto de ma mère. Le courant est coupé. Tu as annulé quelque chose? Elle n'avait aucune idée que je payais toutes leurs factures depuis 2 ans. Avant de continuer, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà dû vous opposer à une famille qui ne voyait pas votre valeur. Grandir à Westfield, dans le Michigan, n'était pas exactement idyllique. Notre modeste maison de 3 chambres se trouvait dans un quartier rempli de familles de col bleu travailleurs où les rêves d'université prenaient souvent le pas sur les métiers pratiques. Mon père, Robert Taylor, mesurait un M88 et ses mains calleuses racontaient l'histoire de 30 ans dans la construction. Il a commencé comme manœuvre à 18 ans et a gravi les échelons jusqu'à devenir contremaître par pure ténacité et détermination, ce qu'il nous rappelait à chaque occasion. Aucun bout de papier chic ne m'a mené où je suis, disait-il, balayant d'un revers de main toute mention d'études supérieures. Juste du travail acharné et le fait de se présenter quand les autres ne le faisaient pas. Maman, Martha, travaillait comme chef de bureau dans une compagnie d'assurance locale. Elle était la gardienne de la paix, celle qui aplanissait les choses lorsque la colère de papa éclatait, ce qui arrivait de plus en plus fréquemment à mesure que l'argent se faisait plus rare. Elle avait rêvé de devenir enseignante un jour, mais ses aspirations ont disparu lorsqu'elle est tombée enceinte de ma sœur Amber à 22 ans. Les difficultés financières étaient une constante dans notre foyer. Je me souviens des conversations à voix basse derrière des portes closes, de la pile de factures sur le comptoir de la cuisine qui grandissait chaque mois, et du refrain constant de « on n'a pas les moyens en ce moment », chaque fois que je demandais quelque chose au-delà des produits de première nécessité. Amber avait 5 ans de plus que moi et était fermement établie comme la favorite de papa depuis le premier jour. Elle n'était pas particulièrement exceptionnelle à l'école, maintenant principalement d'essais avec un B occasionnel, mais cela ne semblait jamais importer à papa. Elle a le sens de la rue, déclarait-il fièrement. C'est ça qui compte dans le monde réel. Mon intérêt pour les ordinateurs a commencé au collège lorsque notre professeur de sciences, Monsieur Harrison, restait après les cours pour laisser les élèves utiliser le laboratoire informatique. Tandis que les autres enfants s'ennuyaient vite et partaient, je restais fasciné par ce que ces machines pouvaient faire. J'ai appris la programmation de base dans des livres de bibliothèque, veillant tard avec l'ancien ordinateur de bureau de notre famille qui sifflait et gémissait à chaque opération. « Qu'est-ce que tu fais à gaspiller de l'électricité » demandait papa en actionnant l'interrupteur pour signaler que ma session de codage était terminée. Les ordinateurs, c'est pour jouer à des jeux et perdre son temps. Ça ne mettra pas de nourriture sur la table. Malgré le manque de soutien à la maison, j'excellais sur le plan scolaire. En première année de lycée, je suivais des cours de niveau avancé et j'obtenais les meilleures notes. Ma conseillère d'orientation, Madame Patel, a commencé à parler de bourses d'études universitaires et de programmes d'informatique. Vous avez un talent naturel pour ça, m'a-t-elle dit lors d'une de nos réunions. Avec vos notes et vos résultats au test, vous pourriez obtenir une aide financière importante. Quand j'ai ramené des informations sur les bourses, papa a ricané. Informatique? Quel genre d'homme s'assoit devant un écran toute la journée? Ce n'est pas du vrai travail. La véritable explosion a eu lieu pendant ma dernière année de lycée. J'avais été accepté à l'Université d'État du Michigan avec une bourse partielle en informatique. Papa m'avait poussé vers une école de métier pour devenir électricien ou plombier. Tu vas perdre 4 ans et sortir avec des dettes et un diplôme inutile, a-t-il crié, frappant du poing notre table de dîner si fort que les assiettes ont sauté. Quand tu échoueras, et tu échoueras, ne reviens pas ramper ici en attendant de la sympathie. Maman est restée silencieuse pendant sa tirade, les yeux fixés sur son assiette. Plus tard dans la nuit, elle s'est glissée dans ma chambre avec des joues tachées de larmes. Ton père veut bien faire, a-t-elle chuchoté, sa défense habituelle. Il veut juste que tu aies la sécurité. Tout le monde ne peut pas réussir dans ces domaines technologiques. Amber, qui avait complètement sauté l'université et travaillait dans un magasin de détail local, semblait apprécier de voir le conflit se dérouler. Papa a raison, tu sais, a-t-elle ajouté, son opinion non sollicitée. Tu as toujours eu la tête dans les nuages. Certains d'entre nous doivent vivre dans le monde réel.
Malgré l'opposition, je me suis installé dans les dortoirs cet automne-là, déterminé à leur prouver à tous qu'ils avaient tort. J'ai gardé le contact avec la famille, appelant maman toutes les semaines et leur rendant visite pour les grandes fêtes. Mais chaque interaction me laissait émotionnellement vidé et remettant en question mes choix. L'université m'a frappé comme un train de marchandises. J'étais un gros poisson dans un petit étang au lycée de Westfield. Mais à l'université d'État du Michigan, je me suis soudain retrouvé entouré de gens qui codaient depuis l'école primaire, dont les parents leur avaient acheté le dernier équipement, qui avaient participé à des camps technologiques et suivi des cours spécialisés dont je n'avais même jamais entendu parler. Ma bourse partielle couvrait environ 60% de mes frais de scolarité, mais il restait le logement, les livres, la nourriture et les 40% restants. J'ai contracté des prêts étudiants, mais déterminé à minimiser ma dette, j'ai cumulé 3 emplois à temps partiel simultanément, des quarts de travail le matin au café du campus, un support technique le week-end pour l'université, et des quarts de nuit à réapprovisionner les étagères d'une épicerie voisine. Mon emploi du temps était brutal. Je me levais à 5h30, travaillais jusqu'à 9h, assistais aux cours jusqu'à 15h, étudiais jusqu'à 19h, puis travaillais à nouveau jusqu'à minuit. Le sommeil venait par précieuses tranches de 4 heures et les repas corrects sont devenus un luxe. Les nouilles ramen et les sandwichs au beurre de cacahuète constituaient l'essentiel de mon alimentation. Les appels téléphoniques de papa arrivaient prévisiblement chaque dimanche soir, juste au moment où j'essayais de me préparer pour la semaine à venir. « Comment va cette école d'informatique de luxe ?» demandait-il, sans prendre la peine de cacher la moquerie dans sa voix. « Tu apprends à jouer aux jeux vidéo professionnellement ? Peu importe les réussites que je partageais, réussir un devoir de programmation difficile, être sélectionné pour un groupe d'études compétitif, recevoir les éloges des professeurs, il trouvait des moyens de les minimiser. « Ne t'habitue pas trop à César », prévenait-il. Le monde réel ne se soucie pas de tes notes. Il se soucie de ce que tu peux construire de tes mains. Les vacances sont devenues des champs de bataille. Pendant les vacances de Thanksgiving de ma première année, j'ai fait le trajet de 3 heures pour rentrer à la maison, épuisé mais excité de partager mes expériences. Papa a passé tout le dîner à m'interroger sur les salaires de départ en informatique par rapport au travail d'électricien, revenant constamment à sa conviction que je faisais une erreur catastrophique. « Souviens-toi de ce que je dis », a-t-il dit en pointant sa fourchette vers moi. « Tu auras 30 ans, tu vivras dans notre sous-sol et tu regretteras de ne pas m'avoir écouté. » En deuxième année, Amber s'était lancée dans l'immobilier après qu'un ami lui ait suggéré qu'elle avait la personnalité parfaite pour la vente. À la surprise de tout le monde, en particulier la mienne, elle a excellé. Son premier chèque de commission a été une source d'immense fierté pour papa, qui l'a collé sur le réfrigérateur même si elle ne leur en avait pas donné un centime. « Tu vois ça ?» a-t-il dit lors de ma visite pendant les vacances de printemps. « Ta sœur gagne déjà de l'argent réel pendant que tu joues encore avec les ordinateurs et que tu accumules des dettes. » Maman est restée ma discrète supportrice, bien que son soutien ne se soit jamais traduit par une défense réelle contre les critiques de papa. Elle me glissait de la nourriture supplémentaire à emporter sur le campus ou des billets de $20 pressés dans ma paume au départ, avec des instructions murmurées de ne pas le dire à papa. Ma bouée de sauvetage pendant ces années a été mon amitié avec Lucas Wright. On s'est rencontrés en introduction à l'informatique, se liant d'amitié en étant les 2 seuls étudiants à ne pas venir de milieux saturés de technologie. Ses parents étaient enseignants et soutenaient ses choix, mais ne pouvaient pas offrir beaucoup d'aide financière. Ils comprenaient donc mes difficultés d'une manière que peu d'autres pouvaient. « Ton père projette ses propres insécurités », m'a dit Lucas une nuit alors que nous passions une nuit blanche pour notre projet de structure de données. « Il ne comprend pas ce que tu fais, alors il doit le faire paraître sans valeur. » En 3e année, le travail acharné a commencé à porter ses fruits sur le plan académique. J'étais sur la liste du doyen et l'un de mes professeurs m'a recommandé pour un stage d'été dans une entreprise technologique en pleine croissance à Grand Rapides. Le stage était compétitif, 300 candidats pour 5 postes. Mais mon approche pratique de la résolution de problèmes, façonnée par des années à me débrouiller avec des ressources limitées, a impressionné les recruteurs. Ce stage d'été a tout changé. Pour la première fois, j'étais entouré de gens qui valorisaient les compétences que j'avais si durement développées. Mon superviseur a loué mon efficacité en matière de codage et ma capacité à trouver des solutions élégantes à des problèmes complexes. La modeste gratification me semblait une fortune après des années à joindre les 2 bouts, et l'entreprise a laissé entendre qu'elle serait intéressée à mon retour après l'obtention de mon diplôme. Quand j'ai appelé à la maison pour annoncer la nouvelle, maman a exprimé un bonheur sincère, mais papa est resté impassible. Les stages,
C'est juste des entreprises qui obtiennent de la main-d'œuvre gratuite, a-t-il rejeté. Appelle-moi quand tu auras une vraie offre d'emploi avec des avantages sociaux. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, mon diplôme en informatique enfin en main après 4 années exténuantes. La cérémonie aurait dû être triomphale, mais la présence de ma famille a jeté une ombre sur cette réussite. Papa avait l'air de s'ennuyer tout au long, vérifiant sa montre à plusieurs reprises. Amber a fait semblant de prendre des appels professionnels pendant la cérémonie, sortant plusieurs fois pour gérer une propriété chaude. Seule maman a montré une fierté sincère, les larmes aux yeux alors que je traversais la scène. J'ai toujours su que tu pouvais le faire, a-t-elle chuchoté en me serrant dans ses bras après. L'entreprise technologique de mon stage m'a offert un poste à temps plein avec un salaire de départ qui, bien qu'étant d'entrée de gamme pour le secteur, était déjà supérieur à ce que papa avait gagné après une décennie dans la construction. Mais plutôt que de louer un appartement à Grand Rapide immédiatement, j'ai pris ce qui s'avérerait être une décision fatidique. Je suis retourné vivre temporairement à la maison pour économiser de l'argent pour un acompte sur une maison. Juste pour un an, me suis-je dit, je peux supporter n'importe quoi pendant un an. Mon premier jour chez Horizon Software Solutions a été comme entrer dans un autre monde. Le bureau à air ouverte avait des bureaux debout, des collations gratuites et un code vestimentaire décontracté. Un contraste saisissant avec les environnements rigides que mon père avait décrits comme de vrais lieux de travail. Mon poste de départ en tant que développeur junior comportait des défis, mais pour une fois, c'étaient des défis que j'avais hâte de relever. En 3 mois, j'avais déjà contribué à 2 grands projets. Mon chef d'équipe, Jacob Morris, a remarqué mon dévouement et ma capacité à apprendre rapidement. La plupart des nouveaux diplômés ont besoin d'être tenus par la main pendant au moins 6 mois, m'a-t-il dit lors de ma première évaluation de performance. Vous fonctionnez déjà au niveau de quelqu'un ayant 1 an ou 2 d'expérience. Cette reconnaissance précoce s'est traduite par l'attribution de responsabilités plus importantes. Au 6e mois, j'aidais à concevoir une nouvelle fonctionnalité pour notre produit principal, quelque chose habituellement réservé aux développeurs de niveau intermédiaire. La responsabilité supplémentaire était assortie d'une prime de performance que j'ai déposée directement sur mon compte d'épargne logement. Vivre à la maison s'est avéré plus difficile que prévu. Malgré un travail à temps plein dans un rôle professionnel, papa me traitait comme si j'étais encore un adolescent. Il remettait en question mes heures de travail, se moquait du concept de travail à distance lorsque nécessaire, et semblait personnellement offensé lorsque je restais tard au bureau pour terminer des projets. « Quel genre de travail te retient jusqu'à 20 heures ?» demandait-il. « Il profite de toi parce que tu es jeune. » Aucune explication sur les réalités du développement de logiciels ou la flexibilité de mon lieu de travail ne faisait d'impression. Dans son esprit, le vrai travail se déroulait de 7h à 15h30 et tout le reste était de l'exploitation ou de la paresse. C'est à cette époque que j'ai rencontré Emma Rodriguez. Elle a rejoint Horizon en tant que développeuse front-end et nous avons été jumelés sur un projet de refonte de l'interface utilisateur du produit phare de notre entreprise. Emma était diplômée de l'Université du Michigan et apportait de nouvelles perspectives qui complétaient mon approche plus axée sur le back-end. Notre collaboration professionnelle s'est rapidement transformée en amitié, puis en romance. Elle était brillante, motivée et comprenait le monde dans lequel je vivais d'une manière que ma famille n'aurait jamais pu. Notre premier rendez-vous a été un café après le travail. Notre deuxième, un dîner et une promenade le long de la rivière. À notre troisième, je savais que c'était quelque chose de spécial. Mais présenter Emma à ma famille a créé de nouvelles tensions. Papa a fait des commentaires inappropriés sur les gens de l'informatique qui se retrouvent, tandis qu'Amber interrogeait Emma sur son salaire sous le couvert d'une conversation décontractée. Maman a fait de son mieux pour être accueillante, mais n'arrêtait pas de s'excuser pour la maison, la nourriture, tout, rendant toute l'expérience inconfortable. Ton père est intense, a dit Emma diplomatiquement alors que nous retournions à son appartement après. C'est un euphémisme, ai-je admis. Désolé que tu aies dû vivre ça. Ne t'excuse pas pour eux, a-t-elle répondu en me prenant la main. Tu n'es pas responsable de leur comportement. Alors que ma relation avec Emma s'approfondissait, ma carrière a continué sa trajectoire ascendante. 9 mois après, j'ai identifié et corrigé un bug critique qui provoquait des pannes de système sporadiques pour notre plus gros client. Ce qui aurait pu être un désastre contractuel est devenu une démonstration de la réactivité et de la compétence technique de notre entreprise. Le PDG m'a personnellement remercié, et 2 semaines plus tard, j'ai reçu une promotion inattendue au poste de développeur de niveau intermédiaire ainsi qu'une augmentation de salaire significative. Quand la lettre officielle est arrivée,
J'étais extasié, stupidement, j'ai partagé la nouvelle au dîner. La réponse de papa a été immédiate et dégonflante. Ça doit être agréable de recevoir des augmentations pour rester assis sur son cul toute la journée, a-t-il marmonné. Certains d'entre nous doivent se casser le dos pour gagner leur vie. Maman a tenté de sauver le moment. C'est merveilleux, chérie. On est très fiers. Parle pour toi, a interrompu papa. Tout ce que je vois, c'est qu'on lui donne des choses pendant que les vrais travailleurs luttent. Amber, qui venait de perdre une vente importante, a ajouté sa propre pique. La bulle technologique va éclater d'un jour à l'autre. Tu te souviens de tous ces licenciements en 2001. L'histoire se répète. Ce qui aurait dû être une célébration est devenu un autre exercice de déviation et d'autodéfense. Je me suis retiré dans ma chambre après, appelant Emma pour trouver la validation que ma famille ne pouvait pas fournir. Malgré ces difficultés, j'ai continué à contribuer aux dépenses du ménage. Lorsque le réfrigérateur est tombé en panne, j'en ai acheté un nouveau sans qu'on me le demande. Lorsque les factures de chauffage hivernal ont grimpé en flèche, j'ai couvert la différence. J'ai payé l'Internet à domicile, les services de streaming et je prenais souvent des courses en rentrant du travail. Aucune de ces contributions n'a été reconnue directement. Au lieu de cela, elles ont été acceptées comme si elles étaient des obligations, le minimum attendu de quelqu'un vivant sous leur toit. Malgré le fait que je payais un loyer modeste en plus de ces extras, mon plan initial de rester un an s'est étiré à 15 mois alors que le marché immobilier local a grimpé au-delà de mon budget initial. Chaque mois qui passait augmentait la tension sur ma relation avec ma famille et avec Emma, qui avait gentiment commencé à suggérer que nous cherchions un appartement ensemble. « Je t'aime », a-t-elle dit un soir alors que nous étions assis dans sa voiture devant la maison de mes parents. « Mais je ne peux pas continuer à voir comment il te traite. Ça t'affecte plus que tu ne le réalises. » Elle avait raison. J'avais commencé à avoir du mal à dormir, à grincer des dents la nuit et à sentir une tension persistante dans mes épaules et mon cou. La personne dynamique et confiante que j'étais au travail devenait discrète et sur la défensive dès que j'entrais dans l'allée de mes parents. Le coup de grâce est survenu lorsqu'Horizon m'a choisi comme « développeur du trimestre » pour avoir dirigé un projet qui a attiré 3 nouveaux clients importants. La reconnaissance était accompagnée d'une cérémonie de remise de prix et d'un dîner auquel les employés pouvaient inviter des membres de leur famille. « Tes parents voudraient-ils venir ?» a demandé Emma. « C'est une assez grosse affaire. » J'ai lancé l'invitation au petit déjeuner, expliquant l'importance du prix dans l'industrie technologique. Papa a reniflé. On dirait un trophée de participation pour moi. Il donne probablement ça pour vous garder tous motivés puisque vous ne faites pas de vrai travail. Maman, au moins, a eu la décence d'avoir l'air embarrassée. Ce soir-là, c'est difficile pour nous, a-t-elle dit doucement. Ton père a sa ligue de bowling. J'y suis allé avec Emma et Lucas à la place, acceptant mon prix sous les applaudissements de collègues qui reconnaissaient la valeur de mes contributions. Le contraste entre mes deux mondes n'avait jamais été aussi frappant. La semaine suivante, je suis rentré à la maison pour trouver papa dans la cuisine, tenant un courrier qui m'était adressé, mon relevé bancaire, l'enveloppe clairement ouverte. 16 000 $ par mois, a-t-il dit en agitant le papier. Tu gagnes presque 200 000 $ par an assis devant un ordinateur pendant que je me tue pour moins d'un tiers de ça. La violation de la vie privée à elle seule était exaspérante, mais j'ai gardé mon sang-froid. C'est mon courrier personnel, papa. Tu n'avais pas le droit de l'ouvrir. J'ai tous les droits dans ma propre maison, a-t-il rétorqué. Et maintenant, je sais pourquoi tu as traîné des pieds pour déménager. Tu accumules de l'argent en vivant ici à bas prix. Ce qui a suivi a été la confrontation qui allait tout changer. La cérémonie de remise des prix avait eu lieu le jeudi. Le vendredi soir, la nouvelle de mon salaire s'était apparemment répandue dans la famille, bien que je n'ai jamais discuté de chiffres spécifiques avec aucun d'entre eux. Je suis rentré après avoir emmené Emma dîner, épuisé d'une longue semaine et impatient de passer une nuit tranquille, pour trouver mes parents et ma sœur m'attendant à la table de la salle à manger comme un tribunal. « Assieds-toi » a ordonné papa, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « On doit parler de tes conditions de logement. » J'ai pris la chaise vide, notant la formalité inhabituelle de la configuration. Maman avait l'air mal à l'aise, les yeux baissés, tandis qu'Amber arborait un sourire à peine dissimulé. « Tu vis ici depuis presque 1 an et demi, » a commencé papa, payant un loyer minimal tout en gagnant un salaire d'ingénieur logiciel. Ça s'arrête maintenant. Il a fait glisser un papier sur la table, un calcul qu'il avait fait de ce qu'il considérait comme un loyer juste pour ma chambre,
plus les charges et la nourriture. Le chiffre qu'il avait entouré en bas était exactement 50% de mon salaire net mensuel. À partir de maintenant, c'est ta contribution, a-t-il déclaré sèchement. La moitié de ton salaire, tous les mois. Considérez ça comme un loyer. J'ai regardé le papier un instant, sans voix. Le montant était supérieur à ce que coûterait un appartement de luxe dans le centre-ville de Grand Rapides, pour une chambre dans leur modeste maison de banlieue. C'est ridicule, ai-je finalement réussi à dire. Ce n'est pas un loyer. C'est de l'extorsion. Extorsion? Le visage de papa s'est empourpré. On t'a soutenu toute ta vie. On t'a nourri, on t'a habillé. Maintenant tu gagnes de l'argent de la tech en vivant sous mon toit. Il est temps que tu paies ta juste part. J'ai commencé à énumérer toutes les dépenses du ménage que je couvrais déjà, le nouveau réfrigérateur, les factures de chauffage hivernal, le service internet, les abonnements de streaming qu'ils utilisaient tous, mais papa a balayé tout cela comme insignifiant. De la petite monnaie pour quelqu'un qui gagne ton salaire, a-t-il rejeté. On parle de vraies contributions maintenant. C'est alors qu'Amber s'est penché en avant, ses yeux brillant d'une satisfaction qui semblait inquiétante. Enfin, il va vraiment servir à quelque chose ici. Toutes ces années où on a soutenu son passe-temps informatique, et maintenant, c'est l'heure de la vengeance. Soutenir mon passe-temps informatique? Ai-je répété, incrédule. J'ai travaillé 3 emplois à l'université. J'ai contracté des prêts. J'ai obtenu des bourses. Aucun de vous n'a contribué un seul dollar à mon éducation. On t'a donné un endroit où rester pendant les vacances, a rétorqué papa. On t'a nourri. La conversation tombait dans un territoire familier. Toute contribution de leur part était magnifiée en générosité sacrificielle, tandis que mes réalisations et contributions étaient minimisées ou complètement ignorées. À ce moment-là, avec une clarté cristalline, j'ai réalisé que rien ne changerait jamais. Aucun niveau de succès ne leur gagnerait leur respect. Aucune réussite ne les ferait voir la valeur de mon chemin choisi. Le poteau de but se déplacerait toujours. Les attentes changeraient toujours. Et je serais éternellement à la poursuite d'une approbation qui ne viendrait jamais. Je me suis levé de table. Où crois-tu aller, a exigé papa. On n'a pas fini. Moi si, ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne l'attendais. Je ne vous donnerai pas la moitié de mon salaire. Je ne vous donnerai plus rien de mon salaire. Je ne vous donnerai plus rien de moi. Je suis monté dans ma chambre et j'ai sorti le sac de sport que j'avais utilisé pour l'université. J'y ai mis des vêtements essentiels, mon ordinateur portable, des documents importants et quelques objets personnels. Le reste pouvait attendre. Quand je suis redescendu, ils étaient toujours à table, apparemment stupéfaits de ma réaction. Ils s'attendaient à une dispute, une négociation, une soumission éventuelle, pas à une résolution silencieuse. Tu es dramatique, a dit Amber en brisant le silence. Où vas-tu même aller? Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant eux jusqu'à la porte d'entrée, ne m'arrêtant que pour retirer la clé de ma maison de mon trousseau et la poser sur la table de l'entrée. Gavin, a finalement parlé maman, sa voix petite. Parlons-en. Ton père ne le pensait pas, si, il le pensait, ai-je interrompu doucement. Il pensait chaque mot. Et Amber aussi. Et toi, tu pensais ton silence. Sur ce, je suis sorti, j'ai chargé mon sac dans ma voiture et je suis parti. À travers le rétroviseur, j'ai eu un dernier aperçu de la maison où j'avais grandi, la lumière du porche illuminant ma famille rassemblée dans l'embrasure de la porte, regardant avec des expressions allant de la colère à l'incrédulité. J'ai conduit directement à l'appartement de Lucas, l'appelant en chemin pour lui expliquer la situation. Fidèle à son caractère, il n'a pas hésité. Reste aussi longtemps que tu en as besoin, m'a-t-il assuré. Le canapé est à toi. Cette nuit-là, après avoir raconté toute la confrontation à Lucas, j'ai pris plusieurs décisions. D'abord, je me suis connecté à mon compte bancaire en ligne et j'ai annulé tous les paiements automatiques que j'avais effectués pour le foyer de mes parents, électricité, gaz, eau, internet, services de streaming, tout. Pendant 2 ans, j'avais discrètement mis en place ces paiements pour aider à alléger leur fardeau financier sans en faire un sujet de discussion. La fierté de papa aurait fait de l'aide financière directe un problème, alors j'avais simplement pris en charge les factures une par une, les gérant en arrière-plan. Ils n'avaient jamais demandé pourquoi leur coût de service public avait mystérieusement diminué, supposant apparemment des baisses de tarifs ou leur propre utilisation prudente. Maintenant,
ces services ne continueraient que jusqu'au prochain cycle de facturation, lorsque les défauts de paiement déclencheraient des coupures. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement la conséquence naturelle de demander la moitié du revenu de quelqu'un tout en ignorant ce qu'il contribuait déjà. Le lendemain matin, j'ai appelé Emma et je lui ai tout expliqué. Elle a immédiatement offert sa chambre d'amis, mais nous avons tous les deux reconnu que déménager ensemble dans ces circonstances n'était pas idéal. Ce devrait être un choix que nous faisons parce que nous sommes prêts, a-t-elle dit, pas parce que tu as besoin d'un logement d'urgence. J'étais d'accord, bien que j'ai accepté son aide pour la recherche d'appartements pendant le week-end. Le dimanche soir, j'avais postulé pour 3 endroits possibles, tous à une distance raisonnable de notre bureau. Le lundi matin, j'ai appelé au travail et j'ai demandé un jour de congé personnel, que Jacob a approuvé sans hésitation. J'ai utilisé le temps pour contacter une entreprise de stockage et j'ai pris des dispositions pour récupérer le reste de mes affaires lorsque je savais que ma famille serait au travail. Les jours ont passé dans un tourbillon de logistique et de traitement émotionnel. Le canapé de Lucas est devenu ma maison temporaire pendant que j'attendais le traitement de mes demandes d'appartement. J'ai maintenu le silence radio avec ma famille malgré de multiples appels et messages allant des demandes furieuses de papa aux supplications larmoyantes de maman. Le 5e jour après mon départ, la première interruption de service a eu lieu à 21h17. Mon téléphone a affiché un texto de maman. Le courant est coupé. Tu as annulé quelque chose? J'ai regardé le message pendant un long moment avant de ranger mon téléphone sans répondre. Les services publics étaient à mon nom, ce qui rendait les annulations simples. Le fait de savoir qu'ils étaient assis dans le noir, confrontés enfin à la réalité de tout ce que je les avais soutenus, n'a apporté aucune satisfaction, seulement une profonde tristesse creuse pour ce que notre relation était devenue. À la fin de la première semaine loin de la maison de mes parents, j'avais obtenu un appartement d'une chambre dans un bâtiment historique rénové du centre-ville. Le loyer était raisonnable, l'emplacement parfait, à distance de marche du travail et près de l'appartement d'Emma. Mon nouveau propriétaire, Richard Evans, était un ingénieur à la retraite qui m'a immédiatement apprécié et a accéléré le processus d'approbation. J'aime louer à des gens de la tech, a-t-il expliqué en me remettant les clés. Vous êtes généralement silencieux, vous payez à temps et vous savez comment réinitialiser le routeur sans m'appeler à minuit. Déménager a été une expérience étrange. Après des années à me contenter d'un espace et de possessions minimales, d'abord dans des dortoirs, puis dans ma chambre d'enfant, avoir un appartement entier pour moi seul me semblait presque excessif. Les meubles que j'avais commandés ont été livrés au coup par coup sur plusieurs jours, créant un espace en évolution qui devenait de plus en plus le mien à chaque ajout. Emma a aidé à la décoration, apportant des plantes et des œuvres d'art pour réchauffer les murs blancs et nus. Lucas a aidé pour le gros du travail et l'installation technique, s'assurant que mon bureau à domicile était ergonomiquement sain et bien équipé pour les journées de travail à distance. Pendant ce temps, la situation avec ma famille se déroulait exactement comme je l'avais prévu. Après l'électricité, le service de gaz naturel a été coupé, suivi de l'internet et de l'eau. Chaque interruption a généré une nouvelle vague de messages de maman, de plus en plus désespérée à mesure que l'ampleur de ce que je gérais devenait claire. Le gaz est coupé maintenant aussi. La maison est glaciale. S'il te plaît, rappelle-moi. L'internet ne fonctionne pas. Ton père doit soumettre une offre pour un nouveau projet. Ce n'est pas juste, Gavin. Il menace de couper l'eau. On ne peut pas vivre comme ça. Pourquoi nous punis-tu? Le dernier message m'a durement frappé. De son point de vue, je les punissais en effet de manière vindicative, retirant mon soutien par dépit. Elle ne pouvait pas voir que j'arrêtais simplement le flux d'aide non reconnue qui avait été exigé comme un dû. Les messages de papa ont pris un ton entièrement différent, oscillant entre la rage et des tentatives de contrôle autoritaire. Tu reviens ici et tu répares le désordre que tu as créé, maintenant. Aucun de mes fils ne se comporte de cette façon. Tu manques de respect à cette famille. Cette petite crise s'arrête aujourd'hui. Je t'attends ici à 6 heures pour discuter de tes responsabilités. J'ai maintenu mon silence, non par cruauté, mais par instinct de conservation. Tout engagement ne ferait que me ramener dans les schémas dysfonctionnels que nous avions établis depuis des décennies. Amber, prévisiblement, a mis le plus de temps à me contacter. Quand elle l'a finalement fait, près de 2 semaines après mon départ, son message dégoulinait d'une fausse conciliation. Salut, frérot. J'espère que tu vas bien. Les choses sont un peu difficiles ici sans les services publics. On pourrait peut-être parler? Papa s'est beaucoup calmé.
J'ai reconnu l'approche, l'ambassadrice de la famille envoyée pour aplanir les choses, non pas parce que quelque chose avait fondamentalement changé, mais parce que les conséquences étaient devenues gênantes. Je n'ai pas non plus répondu à son message. Le travail est devenu mon sanctuaire pendant cette période turbulente. Je me suis jeté dans le codage avec une concentration renouvelée, trouvant du réconfort dans le monde logique du logiciel, où les problèmes avaient des solutions et où l'effort était directement corrélé aux résultats. Jacob a remarqué ma productivité accrue, mais aussi mon stress. Tout va bien, a-t-il demandé après une session de codage particulièrement intense où j'avais sauté le déjeuner. Tu as l'air motivé ces derniers temps, plus que d'habitude. Je lui ai donné une version condensée de la situation, m'attendant à une brève réponse sympathique avant que nous ne retournions aux affaires. Au lieu de cela, il m'a invité à prendre un café, écoutant attentivement pendant que j'élaborais sur les années de mépris et le point de rupture finale. Mes parents étaient similaires, a-t-il révélé, me surprenant. Il voulait que je reprenne la quincaillerie familiale. Quand j'ai choisi l'informatique à la place, mon père ne m'a pas parlé pendant 2 ans. Comment as-tu résolu ça, ai-je demandé. Du temps et des limites, a-t-il dit simplement. J'ai arrêté d'essayer de leur faire comprendre mon monde et je l'ai simplement vécu à la place. Finalement, ils ont vu que j'étais heureux et que je réussissais, et ça comptait plus que d'avoir raison. Sa perspective m'a aidé, mais la situation a dégénéré avant qu'une résolution naturelle ne puisse se produire. 3 semaines après mon départ, mon père est apparu dans le hall de Horizon Software sans prévenir, exigeant de me voir. La réceptionniste, alarmée par son ton agressif, a appelé la sécurité, tout en m'informant par messagerie instantanée. J'ai pris l'ascenseur avec un sentiment d'appréhension, trouvant papa en pleine confrontation avec 2 gardes de sécurité. Il avait l'air différent, plus petit en quelque sorte, avec de nouvelles rides gravées sur son visage et ses vêtements flottant plus lâchement que je ne m'en souvenais. « Monsieur, vous devez partir », disait un garde. « Nous ne pouvons pas vous laisser perturber le lieu de travail. »« C'est le lieu de travail de mon fils », a rétorqué papa. « J'ai tout à fait le droit de parler à mon propre fils. » Je me suis avancé. « C'est bon », ai-je dit au garde. « Je m'en occupe. » L'expression de papa a rapidement oscillé entre le triomphe d'avoir dépassé les gardes et le choc de mon attitude calme et professionnelle. Je l'ai conduit dans une petite salle de réunion à côté du hall, loin des regards curieux. « Tu ne peux pas simplement nous couper », a-t-il commencé immédiatement. Pas de salutation, pas de reconnaissance de la scène publique qu'il avait créée. Ta mère est hors d'elle. La maison tombe en ruine sans les services publics. J'ai payé ces factures volontairement, ai-je répondu d'un ton égal. Elles n'ont jamais été de ma responsabilité. Donc c'est de la vengeance. Faire souffrir ta famille parce que je t'ai demandé de payer un loyer juste. 50% de mon revenu n'était pas un loyer juste, papa. C'était une punition pour avoir réussi dans un domaine que tu ne respectes pas, il a ricané. Toujours aussi dramatique. C'était un point de départ pour la négociation. Non, ça ne l'était pas, ai-je rétorqué. C'était une tentative de me contrôler par des moyens financiers parce que tu as perdu toutes les autres formes de levier. La conversation a continué en rond. Papa alternant entre les exigences, les culpabilisations et une histoire révisionniste où ses critiques constantes devenaient un amour vache et une façon de me pousser à être le meilleur. Pendant tout ce temps, j'ai gardé un extérieur calme, bien qu'intérieurement je tremblais d'émotions refoulées. Finalement, lorsqu'il est devenu clair que je ne serais pas intimidé pour reprendre le soutien financier, son ton a changé pour une colère dédaigneuse. Très bien, garde ton précieux argent. On s'en sortait avant que tu ne commences à aider. On s'en sortira maintenant. Alors qu'il se levait pour partir, j'ai offert une dernière pensée. J'aurais aidé volontairement, papa. Tout ce que tu avais à faire, c'était de demander avec respect, pas d'exiger avec un sentiment de droit. Il est parti sans répondre, les épaules rigides d'indignation. À travers les murs de verre, je l'ai regardé traverser le hall et sortir par les portes d'entrée, un homme dont le monde changeait d'une manière qu'il ne pouvait pas contrôler. Quand je suis retourné à mon bureau, j'ai trouvé plusieurs collègues faisant semblant de ne pas avoir remarqué l'agitation. Emma s'est arrêtée quelques minutes plus tard, l'inquiétude évidente dans son expression. « C'était ton père ? Tout va bien ?» J'ai hoché la tête. C'est la première fois que j'impose une limite avec lui et que je ne recule pas immédiatement. C'est étrange, terrible et libérateur à la fois. Ce soir-là, j'ai réalisé que j'avais franchi une étape importante.
J'avais affronté la colère de mon père sans m'effondrer, sans m'excuser de prendre soin de moi, sans accepter une culpabilité qui n'était pas la mienne. La culpabilité qui m'avait suivi depuis mon départ a commencé à se dissiper, remplacée par une certitude croissante que j'avais fait le choix nécessaire. Un mois après ma nouvelle vie indépendante, les pleines conséquences de mon départ devenaient apparentes, non seulement pour mes parents, mais pour tout le système familial que nous avions inconsciemment maintenu pendant des années. Maman a commencé à appeler moins fréquemment, mais avec plus de substance quand elle le faisait. Plutôt que de se concentrer exclusivement sur mon retour ou la reprise du soutien financier, elle a commencé à partager de vraies informations sur leur situation. L'entreprise de ton père réduit ses effectifs, a-t-elle confié lors d'un appel que j'ai finalement accepté. Trevor Davis l'a pris à part hier et l'a averti que les contremaîtres plus âgés avec des salaires plus élevés pourraient être les premiers à partir. Il est inquiet, Gavin. Plus inquiet que je ne l'ai jamais vu. J'ai ressenti une pointe d'empathie malgré tout. Papa s'était défini par son travail pendant des décennies. La menace de perdre cette identité serait dévastatrice. Je suis désolé d'apprendre ça, ai-je dit, le pensant sincèrement. Ça doit être très stressant pour vous deux. C'est le cas, a-t-elle admis, et Amber ne va pas bien non plus. Le marché de l'immobilier a considérablement ralenti. Elle n'a pas fait de vente depuis 2 mois. Cela expliquait en grande partie les tentatives soudaines de réconciliation de ma sœur. Son propre coussin financier s'évaporait juste au moment où le système de soutien familial était mis à rude épreuve par mon absence. Comment vous en sortez-vous avec les factures, ai-je demandé, sincèrement préoccupé par leur situation pratique. On a tout fait remettre en marche, a dit maman. Ton père a dû contracter un petit prêt pour couvrir les dépôts de garantie puisqu'ils étaient tous à ton nom auparavant. Elle a fait une pause. Je n'avais aucune idée que tu gérais tout ça, Gavin. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Est-ce que ça aurait fait une différence, ai-je demandé tranquillement. Est-ce que papa l'aurait accepté s'il l'avait su, ou l'aurait-il vu comme une insulte à sa capacité de subvenir aux besoins de la famille? Son silence était une réponse suffisante. Pendant ce temps, ma propre vie se transformait de manière inattendue. Libéré du courant sous-jacent constant de critiques et de tensions, je me suis surpris à mieux dormir, à penser plus clairement et à redécouvrir des intérêts que j'avais abandonnés des années auparavant. J'ai recommencé à jouer de la guitare, je me suis inscrit à une salle d'escalade avec Emma, et j'ai même pris un cours de cuisine. Le travail a continué à être gratifiant, Jacob m'offrant de plus en plus de responsabilités et de mentorat. Lors d'une réunion de planification trimestrielle, il m'a surpris en me suggérant de diriger le développement d'une nouvelle fonctionnalité de sécurité qui deviendrait centrale pour notre offre de produits. Tu as montré des compétences exceptionnelles en résolution de problèmes, a-t-il expliqué quand j'ai exprimé ma surprise face à l'opportunité. Et ta capacité à communiquer des concepts techniques à des membres d'équipe non techniques est rare. On a besoin de ça pour ce projet. La reconnaissance professionnelle était gratifiante, mais la croissance personnelle était encore plus significative. Sur les encouragements d'Oudema, j'ai commencé à voir un thérapeute pour traiter les années de dévalorisation émotionnelle que j'avais subies. Le docteur Melissa Chen m'a aidé à identifier des schémas que je n'avais pas reconnus. Comment je m'excusais excessivement. Comment je minimisais mes réalisations. Comment je cherchais perpétuellement la validation de figures d'autorité. Tous des comportements enracinés dans ma relation avec mon père. Ce que vous décrivez est une réponse courante à l'amour conditionnel, a-t-elle expliqué lors d'une séance. Vous avez appris très tôt que l'approbation était liée à la satisfaction d'attentes spécifiques, et non à votre valeur intrinsèque en tant que personne. Ces prises de conscience étaient douloureuses mais nécessaires, me permettant de commencer à démanteler des mécanismes de défense qui ne me servaient plus. J'ai commencé à pratiquer l'affirmation de soi, à fixer des limites plus claires dans toutes mes relations et à reconnaître mes propres accomplissements sans validation externe. 6 semaines après mon départ, quelque chose d'inattendu s'est produit. Trevor Davis, le patron de mon père, m'a contacté directement via LinkedIn. Votre père a mentionné que vous travaillez dans le développement de logiciels, disait son message. Notre entreprise modernise enfin ses systèmes de gestion de projet. Seriez-vous ouvert à une consultation sur la transition? On vous rémunérerait à votre tarif professionnel, bien sûr. La demande m'a mis dans une position difficile. Aider l'entreprise de mon père pourrait être vu comme un rameau d'olivier ou une capitulation. Après mûre réflexion et discussion avec Emma et ma thérapeute, j'ai décidé d'offrir mon aide avec des limites professionnelles claires. Je serais heureux de consulter sur la modernisation de vos systèmes, ai-je répondu.
Voici mes disponibilités et mon contrat de consultation standard. Je n'en ai pas parlé à mon père, traitant cela comme l'interaction purement professionnelle que c'était. Lorsque nous avons finalement eu notre première réunion virtuelle, Trevor a expliqué que papa n'était pas au courant de mon implication, un soulagement qui m'a permis de me concentrer sur les défis techniques sans complications familiales. Le projet m'a donné un aperçu inattendu du monde du travail de mon père. Le logiciel de gestion de construction qu'ils utilisaient était obsolète d'au moins 15 ans, rendant leur processus inefficace et de plus en plus incompatible avec les attentes des clients. Mes recommandations finiraient par faciliter le travail de mon père, bien qu'il ne sache peut-être jamais que les améliorations venaient de moi. Alors que l'été passait à l'automne, un autre développement surprenant s'est produit. Maman a appelé un soir, sa voix portant une note inhabituelle de détermination. J'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années, a-t-elle commencé sans préambule. J'ai tenu tête à ton père. Elle a expliqué qu'après des semaines à le voir se débattre avec les factures, refuser d'ajuster leur style de vie et continuer à critiquer mes choix malgré notre éloignement, elle avait finalement atteint son point de rupture. Je lui ai dit qu'il avait perdu son fils à cause de sa fierté, a-t-elle dit. Je lui ai dit que je ne perdrais pas mon fils aussi, même si cela signifiait faire des changements avec lesquels il n'était pas à l'aise. Selon maman, elle avait exposé exactement combien j'avais contribué, confronté son attitude dédaigneuse envers ma carrière, et exigé qu'il reconnaisse le succès que j'avais obtenu par mes propres efforts. Il n'a pas dit grand-chose, a-t-elle admis, mais il est silencieux depuis. Il réfléchit, j'espère. Une réunion de famille a été convoquée le week-end suivant papa, maman et Amber pour discuter de leur situation financière et de leurs projets futurs. Maman m'a lancé une invitation, que j'ai poliment déclinée. Je ne suis pas encore prêt pour ça, ai-je expliqué. J'ai besoin de plus de temps et de preuves de changement réel. Elle a accepté cela avec une nouvelle compréhension. Je respecte ça, Gavin. Prends le temps dont tu as besoin. On sera là quand tu seras prêt. Cette période de séparation, bien que douloureuse, s'est avérée transformatrice pour nous tous. Je me suis concentré sur la construction de la vie que je voulais, approfondissant ma relation avec Emma, excellant au travail, nouant de nouvelles amitiés et guérissant de vieilles blessures grâce à la thérapie. 2 mois après notre confrontation, j'ai reçu quelque chose que je n'attendais pas, une lettre manuscrite de mon père. L'enveloppe est restée sur mon comptoir de cuisine pendant 3 jours avant que je trouve le courage de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une seule page de papier ligné. L'écriture en bloc de mon père couvrant les 2 côtés. Gavin, commençait-elle simplement. Je n'ai jamais été doué avec les mots, surtout quand il s'agit d'admettre que j'ai tort. Ta mère dit que je dois quand même essayer. Ce qui a suivi a été une tentative maladroite mais apparemment sincère d'excuses. Il a reconnu son échec à soutenir mes choix éducatifs, sa jalousie face à ma réussite financière et son traitement injuste au fil des ans. Je ne comprenais pas ton monde, a-t-il écrit. Alors, je l'ai rendu petit dans mon esprit pour me sentir mieux de ne pas en faire partie. Ce n'était pas juste pour toi. La lettre se terminait par une demande, pas une exigence. Si tu es d'accord, j'aimerais recommencer. Pas en tant que père qui sait mieux, mais en tant que père qui veut connaître son fils. Pas d'attente, pas d'exigence. J'ai lu la lettre plusieurs fois, l'analysant pour déceler les tactiques de manipulation que j'avais pris l'habitude de détecter. N'en trouvant aucune, je l'ai partagée avec Emma et ma thérapeute, qui ont toutes 2 soutenu avec prudence la possibilité de reconstruire soigneusement la relation selon mes propres termes, avec des limites claires. Après mûre réflexion, j'ai envoyé un texto directement à mon père pour la première fois depuis mon départ. J'ai reçu ta lettre. Je ne suis pas prêt à ce que les choses redeviennent comme avant, et elles ne le seront jamais. Mais je suis ouvert à discuter de la suite. Si tu es sérieux au sujet de recommencer, on peut se voir pour un café samedi prochain. Sa réponse est arrivée rapidement. Je suis sérieux. Dis-moi l'endroit et l'heure. Je serai là. Le café que j'ai choisi pour notre rencontre était un terrain neutre, un endroit calme du centre-ville avec assez d'intimité pour la conversation, mais assez public pour décourager les éclats émotionnels. Je suis arrivé 15 minutes en avance, choisissant une table dans un coin et commandant un latte pour calmer mes nerfs. Papa est arrivé exactement à l'heure, semblant étrangement diminué en vêtements décontractés plutôt que dans sa tenue de travail habituelle. Gavin, a-t-il dit, me tendant la main formellement, comme si nous étions des associés. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. On s'est serré la main, le geste rigide mais symbolique.
Il a commandé un café noir et a pris le siège en face de moi, son malaise évident dans sa posture rigide et ses mains agitées. Ta mère voulait venir, a-t-il dit après un silence gênant. Je lui ai dit que ça devait être juste nous. J'ai hoché la tête, appréciant cette petite reconnaissance de ce que la conversation exigeait. Je n'ai jamais été doué pour les excuses, a-t-il commencé, faisant écho à sa lettre. La construction ne laisse pas beaucoup de place pour admettre ses erreurs. On les répare discrètement et on passe à autre chose. Ce n'est pas quelque chose qui peut être réparé discrètement, ai-je répondu. On doit reconnaître ce qui s'est passé avant de pouvoir avancer. Ce qui a suivi a été la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Papa a parlé de son propre père, un homme qui avait rabaissé chacune de ses réalisations et lui avait inculqué une définition étroite du succès centré sur le travail physique et le fait de subvenir aux besoins de sa famille avant tout. Je suis devenu lui sans m'en rendre compte, a admis papa. Je t'ai mesuré à une norme qui n'avait aucun sens pour qui tu es ou pour le monde dans lequel tu vis. Il a avoué que me voir réussir d'une manière qu'il ne pouvait pas comprendre avait déclenché de profondes insécurités sur ses propres choix et limites. Chaque réussite que tu avais me semblait être la preuve de ce que je n'avais pas accompli, a-t-il expliqué. Au lieu d'être fier, je me sentais menacé. Sa franchise m'a surpris, tout comme sa reconnaissance d'incidents spécifiques que j'avais supposé qu'il avait oubliés. Des commentaires décourageants sur mes premiers projets de codage, des moqueries sur mon processus de candidature à l'université, le mépris de mes étapes de carrière. Je me souviens de tout, a-t-il dit quand j'ai exprimé ma surprise. Ton visage chaque fois que je te rabaissais. Je me disais que je t'endurcissais, mais en réalité, je ne faisais que me protéger. J'ai partagé mon point de vue aussi. Les années à chercher une approbation qui n'est jamais venue. L'épuisement à défendre mes choix, la douleur d'avoir mes réalisations diminuées, et le point de rupture final lorsque l'extraction financière a remplacé même le prétexte de soutien. Quand tu as demandé la moitié de mon salaire, il ne s'agissait pas d'un loyer juste, ai-je expliqué. Il s'agissait de me punir pour avoir réussi d'une manière que tu ne pouvais pas contrôler ou dont tu ne pouvais pas t'attribuer le mérite. Papa a hoché la tête lentement. Ta mère a dit quelque chose de similaire. Je ne voulais pas l'entendre à l'époque, mais après tout, elle avait raison. Tu avais raison. On a parlé pendant près de 3 heures. La conversation a coulé plus facilement à mesure que les tensions initiales se sont apaisées. On n'a pas tout résolu. Des décennies de dysfonctionnement ne pouvaient pas être traitées en une seule réunion, mais on a jeté les bases d'une nouvelle relation plus honnête. Alors que nous nous préparions à partir, papa a posé une question qui a révélé à quel point il avait réfléchi. Les factures. Depuis combien de temps les payais-tu avant que je ne découvre ton salaire? Presque 2 ans, ai-je répondu. Ça a commencé avec la facture d'Internet quand vous vous êtes plaint de l'augmentation du tarif. Puis l'électricité quand vous vous inquiétiez des coûts de l'hiver. Finalement, je m'occupais de toutes. Il a secoué la tête. Le regret était évident dans son expression. Tout ce temps à me plaindre de ton diplôme inutile pendant que tu nous gardais au chaud discrètement. L'ironie ne m'échappe pas, mon fils. On a convenu de se revoir la semaine suivante, cette fois pour le déjeuner. Ce serait le début d'un processus de reconstruction lent, parfois inconfortable, non pas pour revenir à nos anciens schémas, mais pour créer quelque chose de nouveau basé sur le respect mutuel plutôt que sur l'autorité et la soumission. Ma relation avec Amber a mis plus de temps à se régler. Sa nature compétitive et des années à bénéficier du favoritisme de papa l'ont rendue résistante à reconnaître son rôle dans le dysfonctionnement familial. Notre première tentative de conversation s'est terminée par son départ en trombe du restaurant après que j'ai refusé d'accepter ses non-excuses sur ses plaisanteries, avec ses commentaires blessants. 2 mois se sont écoulés avant qu'elle ne me recontactât, cette fois avec plus d'humilité. Son entreprise immobilière avait connu de sérieuses difficultés, la forçant à affronter de dures vérités sur la sécurité financière et l'identité professionnelle. J'ai été horrible avec toi, a-t-elle admis lors d'une promenade dans le parc. Chaque fois que papa me louait pour être pragmatique tout en te critiquant pour avoir poursuivi des études, j'adorais ça. Ça me faisait du bien d'être la favorite. Pour une fois, ai-je demandé, surpris par sa perspective. Tu as toujours été l'intelligent, a-t-elle expliqué. Celui qui avait du potentiel. J'étais juste dans la moyenne, mais je pouvais travailler dur et plaire à papa d'une manière que tu ne pouvais pas ou ne voulais pas. C'est devenu mon identité. Ce aperçu de ses insécurités m'a aidé à comprendre son comportement, même si cela ne l'excusait pas.
On a commencé le lent processus de construction d'une relation fraternelle adulte basée sur qui nous étions réellement plutôt que sur les rôles qui nous avaient été assignés dans l'enfance. Maman, peut-être de manière surprenante, a connu la transformation la plus profonde. Papa se concentrant sur la reconstruction de notre relation et faisant face à ses propres problèmes, elle a trouvé l'espace pour se redécouvrir. Elle s'est inscrite à des cours au collège communautaire, quelque chose qu'elle voulait faire depuis des années, mais qu'elle n'avait jamais poursuivi par déférence pour les opinions de papa sur l'éducation. J'étudie l'administration des affaires, m'a-t-elle dit lors d'un de nos appels téléphoniques désormais réguliers. J'aurai peut-être 60 ans avant d'obtenir le diplôme, mais ce n'est pas grave. C'est pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. La fierté dans sa voix était indubitable, tout comme la confiance croissante dans la façon dont elle exprimait ses opinions et fixait ses propres limites. La facilitatrice passive cédait la place à une participante engagée dans sa propre vie. Ma vie personnelle a prospéré pendant cette période de reconstruction familiale. Après 8 mois de relation, Emma et moi avons décidé d'emménager ensemble, trouvant un appartement spacieux de 2 chambres avec de la place pour un bureau à domicile et son studio d'art. La décision a été prise par désir mutuel et par préparation, et non par nécessité ou commodité. Sur le plan professionnel, j'ai continué à exceller. La fonctionnalité de sécurité que j'avais dirigée est devenue l'un des arguments de vente de notre produit, me valant une promotion au poste de développeur senior avec une augmentation de salaire correspondante. Jacob a laissé entendre qu'un poste de chef d'équipe pourrait être dans mon avenir si je continuais sur ma trajectoire actuelle. Tu as les compétences techniques, m'a-t-il dit lors d'une session de mentorat, mais plus important encore, tu comprends les gens. C'est rare dans notre domaine. En repensant au parcours depuis cette confrontation fatidique jusqu'à aujourd'hui, j'ai reconnu à quel point la rupture douloureuse avait été nécessaire. En m'éloignant d'une situation qui me diminuait, j'avais créé un espace pour que toutes les personnes impliquées puissent grandir de manière inattendue. La leçon n'était pas que la famille devait être abandonnée au premier signe de conflit, bien au contraire. C'était que les vraies relations familiales doivent être fondées sur le respect mutuel, la reconnaissance de la valeur intrinsèque de chaque personne et la volonté d'évoluer au-delà des rôles rigides et des attentes. 6 mois après notre première rencontre au café, j'ai organisé un petit dîner dans mon appartement. Papa, maman, Amber, Emma et moi-même. La conversation était parfois maladroite, mais principalement chaleureuse, sans aucun des courants sous-jacents de ressentiment ou de compétition qui avaient caractérisé nos rassemblements précédents. Assis autour de la table que j'avais achetée avec l'argent de mon diplôme inutile, dans l'appartement que j'avais meublé grâce à ma carrière de jeu avec les ordinateurs, entouré de gens qui apprenaient à se voir et à s'accepter authentiquement, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'aurais jamais cru trouver en famille. Le chemin à parcourir ne serait pas toujours facile. De vieux schémas referaient parfois surface, nécessitant une correction douce mais ferme. La confiance devrait être continuellement reconstruite par des actions cohérentes, pas seulement par des paroles d'excuses. Mais les fondations étaient là, plus solides, plus honnêtes et plus flexibles que ce qui avait existé auparavant. Parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire pour nous-mêmes et pour les autres est de briser des schémas qui ne servent plus personne. Parfois, s'éloigner est le premier pas pour trouver un chemin de retour, à de meilleures conditions. Et parfois, la famille dont nous avons besoin n'est pas celle avec laquelle nous commençons, mais celle que nous créons délibérément par des choix conscients et des limites claires. Avez-vous déjà eu à vous éloigner des attentes familiales pour honorer votre propre chemin, ou vous êtes-vous retrouvé à soutenir des gens qui ne voyaient pas votre valeur? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver le courage de fixer les limites nécessaires. Et si cela a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que se défendre n'est pas égoïste, c'est parfois la seule voie à suivre. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et souvenez-vous, les limites les plus difficiles à fixer sont souvent celles qui créent l'espace pour la plus grande guérison.